J'attends un tout petit peu, on est 18 là, on a une cinquantaine d'inscrits. On va peut-être attendre 1 ou 2 minutes le temps que les gens arrivent. Je vous laisse un tout petit peu patienter, on ne va pas commencer trop en retard parce que le programme est dense, mais voilà, on attend d'être un tout petit peu plus nombreux. Je vois que ça rentre progressivement. Ça fera arriver tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et tous dans le cadre de ce reconfinement, hein, effectivement, premier webinaire d'une seconde série, hein, dans le cadre encore une fois, de ce reconfinement. Alors, on avait prévu ce thème bien avant les mesures gouvernementales de reconfinement. Ces mesures de droit social à actionner en temps de crise, mais il nous a semblé indispensable évidemment de maintenir ce webinaire, particulièrement en la période, ces mesures de soutien étant encore plus d'actualité et effectivement l'actualité législative et réglementaire étant relativement dense, il nous a paru pertinent de vous faire un petit focus sur les mesures sociales aujourd'hui. J'accueille immédiatement et sans plus attendre Maître Benjamin Lousier du cabinet Redlink, hein, avocat spécialisé en droit du travail, qui nous fait la gentillesse d'intervenir aujourd'hui et de vous présenter un panorama synthétique des mesures qui pourront vous être utiles. Voilà, alors on est ensemble pendant 1 heure. Vous connaissez, pour nous suivre régulièrement, les règles de participation à ce type de webinaire. Vos micros sont en muet par défaut. Si vous voulez poser une question, évidemment, vous pouvez tout à fait en actionnant vos micros. Et vous avez également la possibilité d'intervenir via le chat. Je me chargerai alors de répercuter vos questions à Maître Lousier. Écoutez, je vous souhaite à tous et tous un très bon webinaire et Maître Lousier, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Très, très bien. Très bien, parfait. Écoutez, bonjour à tous. Alors, je vous remercie d'être là pour cette heure d'intervention. Alors, l'idée, c'est vrai que l'idée des thèmes que j'ai préparés, alors c'est de vous les exposer dans les grandes lignes. Ce n'est pas non plus de vous faire un cours théorique parce que c'est vrai que toutes ces règles-là, vous pouvez les retrouver d'une manière ou d'une autre. Mais c'est aussi, après l'exposé que je vais faire, c'est que vous puissiez poser toutes les questions qui sont pratiques à vos activités, puisque nous, en tant qu'avocat, moi, en droit social, dans notre cabinet, on a, depuis le mois de mars, quasiment tous les jours, des questions très pratiques sur l'activité partielle, sur comment réorganiser l'entreprise, c'est-à-dire en gros supprimer des postes sans prendre trop de risques financiers, j'entends. Le travail à domicile, là, c'est la grande question, quasiment 10 ou 15 fois par jour. On a plein de questions pratiques sur le travail à domicile parce que c'est vrai que ça pose quand même beaucoup de questions sur la responsabilité, est-ce que c'est obligatoire, est-ce que c'est pas obligatoire, etc. Donc l'idée de tout ça, c'est quand même que vous puissiez poser toutes les questions que vous voulez pratiques. Et si je peux y répondre, j'espère que je pourrai y répondre, écoutez, je vous répondrai, hein, parce que c'est vrai qu'on a toujours les mêmes questions qui reviennent. Voilà, donc je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc n'hésitez pas à m'interrompre ou à regrouper vos questions pour qu'on le fasse, que je réponde à la fin de l'exposé. Alors, on va commencer par l'activité partielle. L'activité partielle, c'est le chômage partiel, hein, parce que l'activité partielle, c'est le nom juridique du chômage partiel. Alors, d'abord, l'idée, c'était de vous exposer dans quel cas l'employeur peut recourir à l'activité partielle. Alors, dans quel cas l'employeur vous pouvez recourir à l'activité partielle? C'est en cas de réduction d'activité, qui est liée à la conjoncture, hein, pour faire simple, ou en cas de suspension temporaire de votre activité. Alors, la réduction d'activité, je vous ai mis les critères, mais le critère qui nous intéresse principalement, c'est le Covid. Donc, évidemment, le Covid est un cas de mise en chômage partiel, hein, de mise en activité partielle. Donc, l'idée est évidemment de bénéficier d'une prise en charge des rémunérations des salariés si vous avez une réduction d'activité, hein, c'est ça qu'il faut démontrer si vous avez des contrôles par la directe, réduction d'activité ou suspension d'activité, c'est-à-dire une fermeture de magasin, etc. Dans ce cas-là, vous pouvez bénéficier d'activité partielle. Alors, après, il y a une question qui se pose très pratique là, en ce moment, c'est, puisqu'on est en reconfinement, est-ce qu'au mois de novembre, là, est-ce que je dois tout de suite
refaire une demande d'activité partielle, de chômage partiel, alors que je n'ai pas encore vraiment de baisse d'activité parce que mon entreprise est encore ouverte. Alors, vous pourrez me poser la question tout à l'heure, mais je peux d'ores et déjà y répondre. En principe, il faut faire une demande de chômage partiel lorsque vous avez déjà une baisse d'activité. Mais moi, je vous conseille quand même, dès que possible, de faire cette demande de chômage partiel pour ouvrir le dossier à la directe. Alors, on verra que si vous avez déjà fait des demandes de chômage partiel, vous pourrez avoir malheureusement à prendre un certain nombre d'engagements, on va y revenir. Mais je vous invite à le faire assez rapidement, puisque ça ne vous engage pas, en fait, puisque vous n'êtes pas obligé ensuite de mettre effectivement les gens en chômage partiel. Mais ça permet d'ouvrir le dossier auprès de la directe et d'avoir déjà l'autorisation, parce que maintenant, vous savez que c'est plus 2 jours pour avoir l'autorisation, c'est 15 jours. Voilà. Donc, sur le slide 1, voilà, c'est les critères pour bénéficier d'activité partielle. Le slide 2, consultation du CSE, là aussi, c'est très important de consulter son CSE. Alors, si vous ne pouvez pas le faire en amont, il faut toujours le faire en amont de la demande d'activité partielle auprès de la directe, mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez le faire dans les 2 mois. Moi, je vous conseille quand même de le faire si vous êtes dans une entreprise de taille assez importante, en amont, parce que ça permet d'éviter le conflit avec le CSE, avec des élus, etc. Et ça permet de les associer à cette demande d'activité partielle qui, évidemment, est rarement refusée. En tout cas, elle est discutée, mais évidemment, elle n'est pas refusée par le CSE qui, généralement, comprend très bien la situation. Alors, je vous disais à l'instant, là, je fais juste un petit focus sur le cas qui vous concerne, je pense tous. Vous avez tous fait des demandes d'activité partielle, je pense, pour la première phase de déconfinement. Il est très probable que ces activités partielles aient été interrompues, c'est-à-dire que vous ayez eu une autorisation pour quelques mois, généralement c'est 3 mois. Donc, par exemple, vous n'avez plus d'autorisation depuis le 15 septembre ou depuis le 1er septembre, parce que l'activité va mieux. Et là, puisqu'on est reconfiné, vous vous dites, je vais faire une nouvelle demande d'activité partielle. Alors, comme il y a eu une interruption entre la première demande et la nouvelle demande, vous n'êtes plus sur du renouvellement, vous êtes sur une nouvelle demande. Et là, vous allez devoir prendre ce qu'on appelle des engagements en termes d'emploi. Alors, vous allez voir sur le site de la Directe, ça fait un peu peur parce que vous allez devoir cocher un certain nombre d'engagements qui vont être analysés par la Directe et qui va ou non vous valider l'ouverture de cette seconde phase d'activité partielle. Alors là, je vous le dis, vous me reposerez peut-être la question tout à l'heure, mais faites très attention aux engagements que vous allez cocher. Il faut éviter de prendre des engagements de non-licenciement parce que c'est ça le plus grand danger. Si vous prenez des engagements de non-licenciement pour bénéficier de cette deuxième ouverture de droit au chômage partiel, vous devrez les respecter. Et si vous ne les respectez pas, 1, vous pourrez avoir remboursé les allocations qui vous sont versées par l'État, et 2, vous pourrez avoir des prud'hommes et vous les perdrez parce que vous êtes engagé à ne pas licencier les salariés. Donc, je vous dirai comment on peut faire, mais il faut prendre des engagements très généraux avec des formules un peu, on appelle ça des formules d'avocat, c'est-à-dire de dire que vous allez vous engager à tenter d'ouvrir et de développer de nouveaux marchés ou de prendre attache avec les salariés concernés par l'activité partielle pour faire un point sur les formations, pour voir si on ne peut pas aussi peut-être penser à d'autres formations pour développer leurs compétences, etc. Prendre des engagements en matière d'emploi qui sont très généraux et pas coercitifs et qui ne vous obligent pas en fait. Voilà. Et surtout, éviter l'engagement de ne pas licencier. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vraiment important parce que vous allez tous être confrontés à cette question-là. Qu'est-ce que je coche comme engagement ? Sachant que les engagements que vous allez cocher vont être analysés par le Pôle emploi, qui va pouvoir vous faire un retour là-dessus, qui va discuter avec vous des engagements que vous prenez. Alors, je vous rassure, le Pôle emploi ne va pas avoir le temps, quand je dis Pôle emploi, c'est la directe, va pas avoir le temps de discuter avec tout le monde de vous avez coché cet onglet-là comme engagement, nous, ça ne nous va pas, etc. Mais c'est pour ça que prenez des engagements très généraux. Voilà. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Alors, le slide numéro, donc l'activité partielle, quelle indemnité est versée aux salariés? Alors là, je vous laisserai peut-être prendre connaissance du slide, mais vous savez que quasiment tous les 15 jours, ça change. Alors en fait, ça ne change pas vraiment parce que tous les 15 jours, il repousse la modification de l'activité partielle. À ce jour, le régime et jusqu'au 31 décembre ne va pas bouger. Je le résume, vous devez maintenir le salaire entre guillemets brut de vos salariés à hauteur de 70%, d'accord ? Et c'est à peu près 84% du net, même si ce n'est pas tout à fait exact, mais retenez 70%, et vous êtes entre guillemets remboursé par l'État à hauteur de 60%. Ça, c'est le régime
qui va s'appliquer jusqu'au 31 décembre. Il devait être remis en cause à partir du 1er novembre, mais il ne le sera pas, compte tenu du confinement. Et à partir du 1er janvier, en principe, le remboursement, donc le maintien de salaire sera de 60% pour le salarié, et vous ne serez remboursé qu'à hauteur de 36%. Donc là, ça devient quand même un peu moins intéressant de mettre les salariés en chômage partiel. Ceci dit, il est possible que ça soit encore prolongé. Et j'ajoute que regardez bien dans vos conventions collectives, car il y a beaucoup de conventions collectives qui ont des dispositions des fois très anciennes et qui vous obligent à maintenir le salaire au-delà de 70%. Syntec, par exemple, vous devez maintenir, en fonction de tranches de salaire, un salaire quasiment jusqu'à hauteur de 95%. La métallurgie aussi, pour les forfaits jours, etc. Donc, il y a pas mal de conventions collectives, ce n'est pas la majorité, mais il y en a un certain nombre, qui prévoient une majoration des 70%. Donc, attention, parce que beaucoup d'employeurs oublient d'appliquer cette majoration et ça peut poser des difficultés. Voilà, donc pour le moment, en gros, les choses ne changent pas. Elles ont changé le 1er septembre. Hein, vous savez que ça a été une diminution à 60% de remboursement et puis à 70%. Et toujours est-il que ça va rester comme ça jusqu'au 31 décembre, peut-être encore un peu au-delà, compte tenu du confinement, qui va peut-être durer. Voilà. Donc, on passe sur le régime social. Bon, je pense que vous le connaissez tous, hein, le régime social. Il n'y a pas de charge, il y a de la CG-CRDS et jusqu'à un certain plafond qui était aux alentours de 4 500 et quelques euros. Voilà, donc ça, je vous laisserai prendre une connaissance du slide. Je pense que ce n'est pas le point le plus important. Alors, le slide suivant, donc c'est l'allocation qui est versée à l'employeur. Donc ça, là aussi, j'en ai parlé. C'est 60%. Alors, vous avez toute une liste, il y a une cinquantaine de domaines, de secteurs où la prise en charge est ce qu'on appelle secteur protégé, c'est-à-dire que n'est pas de 60%, mais de 70%. Hein. Donc, vérifiez, il y a un décret, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez, qui liste les 50 domaines, les 50 secteurs d'activité qui sont 10 secteurs protégés où là, vous avez un remboursement plus élevé, donc de 70%, qui est versé à l'employeur. Alors, c'est généralement, si votre entreprise est fermée pour des raisons administratives, agence immobilière, boutique de chaussures, je ne sais quoi d'autre, en principe, vous êtes couvert un peu plus que le cas normal. Vous avez ensuite un petit tableau de synthèse sur le slide suivant. Vous avez un petit tableau de synthèse qui résume un peu la situation, parce que c'est vrai que comme ça change, en tout cas ça menace de changer quasiment tous les 15 jours, c'est important de prendre ces tableaux pour bien synthétiser où on en est aujourd'hui. Voilà, donc je vous laisserai regarder ce petit tableau. Alors ensuite, vous avez l'activité partielle de longue durée, ce qu'on appelle l'APLD. Alors l'APLD, je vous le dis tout de suite, je pense que ce n'est pas intéressant pour vous de vous mettre, quelle que soit l'entreprise, ce n'est pas intéressant pour le moment de se mettre dans le cadre de l'APLD, parce que l'APLD est une mesure d'activité partielle de longue durée qui vous oblige à prendre des engagements de ne pas licencier. Or, à ce jour, la prise en charge, le remboursement des salaires par l'État est équivalent à ce qui est offert dans l'APLD. Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt de conclure cette APLD. Qu'est-ce que c'est que l'APLD? L'APLD, c'est un accord qui vous permet de bénéficier d'une activité partielle de longue durée. Hein, donc de réduire la durée du travail de vos salariés qui ne peut pas dépasser 40% de l'horaire légal. Donc, il y a une limite en termes de durée du travail. Vous ne pouvez pas faire interrompre le travail en totalité de vos salariés. Et en contrepartie, vous avez une prise en charge, de la même manière que le régime normal, général, des salaires par l'État, à hauteur de 60%. L'intérêt de cette APLD, c'est peut-être au-delà, à partir de janvier, parce que cette prise en charge sera de 60%, alors qu'elle devrait passer à 36% pour le régime de droit commun. Donc là, ça sera intéressant de mettre en place un APLD, peut-être en décembre ou en janvier, mais en l'état, ce n'est pas très intéressant, parce que le gros problème de cette APLD, c'est que vous vous engagez sur l'emploi. C'est-à-dire que tous les gens qui vont bénéficier de cette APLD, vous n'avez pas le droit de les licencier pour motif économique. Alors, vous pouvez les licencier pour motif personnel, mais pas de licenciement pour motif économique. Sinon, vous devez rembourser toutes les allocations qui vous ont été versées par l'État. Alors, je vous rassure quand même, si vous avez des APLD en cours, l'État, le gouvernement a fait passer un texte qui dit qu'en réalité,
si vous êtes contraint de licencier parce que la conjoncture économique s'est aggravée, en principe, vous pourrez discuter et faire en sorte que vos indemnités ne soient pas, de ne pas avoir à rembourser les indemnités qui ont été versées par l'État. Enfin, il vaut mieux éviter d'être dans ce cas-là pour le moment. Je pense que ce n'est pas indispensable de le faire tout de suite, cette APLD. Peut-être il vaut mieux attendre, sachant qu'évidemment, il faut conclure un accord. Alors, soit vous avez dans votre branche, un accord de branche, dans votre convention collective, un APLD qui a été négocié et qui existe, ce qui est le cas dans la métallurgie et dans le Syntec. Et dans ce cas-là, vous avez juste à faire un engagement, un accord unilatéral. En fait, ce n'est pas un accord d'ailleurs, c'est un engagement unilatéral. C'est un document CERFA que vous allez renvoyer à la directe qui va valider cette APLD. S'il n'y a pas d'accord dans la branche, vous devez conclure un accord d'entreprise avec vos élus ou vos salariés mandatés ou votre délégué syndical. Et éventuellement faire un référendum pour faire valider l'APLD. Dernier point sur l'APLD, il est possible de faire un APLD dérogatoire à l'accord de branche. Je prends un exemple. Vous avez dans le Syntec un APLD qui est assez contraignant parce que si vous faites un APLD dans l'entreprise, pour tous les salariés de l'entreprise et pas seulement pour ceux qui sont concernés, vous avez l'interdiction de licencier. Donc c'est quand même très contraignant cet APLD qui a été négocié dans le Syntec. Donc si vous êtes dans le Syntec et que vous voulez faire un APLD, moi je vous invite à faire un accord dérogatoire à Syntec et un accord moins engageant que celui qui est dans la branche. Parce que sinon, je prends un exemple, vous faites un APLD sur un département défini, d'accord ? Ben, vous ne devez pas licencier de salariés sur l'ensemble de l'entreprise. Donc ça peut être un peu gênant. Voilà, donc là, je vous invite à faire un accord maison et à ne pas vous caler sur l'accord de branche Syntec. Voilà. Voilà, je pense pour la PLD. Vous regarderez les mesures. Je ne vais pas vous détailler les dispositions de l'accord, les 15 jours de la directe pour valider l'accord. Je pense que ça, vous pourrez le lire. Ce n'est pas essentiel. Donc, sur le slide suivant, c'est quel niveau de prise en charge. Voilà, donc ça j'en ai parlé. Voilà, donc ça, vous regarderez ça. Le régime social, c'est à peu près c'est le même que le régime classique. Voilà. Si vous avez des questions sur la PLD, je serai disposé à y répondre. Sachez quand même qu'en pratique, cet APLD, pour le moment, est vraiment pas très utilisé, hein, parce qu'encore une fois, il est très contraignant. Et puis, je répète que pour le moment, il n'est pas très intéressant parce qu'on a le régime général qui est tout aussi favorable et moins contraignant parce qu'il n'y a pas d'engagement sur l'emploi. Voilà. Il y a une question, oui. Excusez-moi de vous interrompre, une question au sujet de l'activité partielle. Qu'en est-il de l'allocation en cas de fermeture volontaire, à savoir un secteur qui est autorisé à ouvrir, hein, mais décision d'entreprise de ne pas ouvrir car trop coûteux et pas assez de clients? Ça sera le régime normal. Vous ne serez pas sur le secteur protégé. Oui, c'est ça. Si c'est vous qui décidez de fermer, vous ne serez pas sur le secteur protégé. Donc, vous aurez 60%. 60%. Ouais. Ouais. Ok, il y a une autre question. Doit-on attendre l'accord de la directe avant de mettre les salariés en réduction d'activité, donc attendre les 15 jours? Écoutez, moi, si vous voulez, le problème, c'est que moi, je pense que je n'attendrai pas, si vous voulez. Le problème de ne pas attendre, c'est que si vous n'avez pas l'accord de la directe et que vos salariés que vous avez annoncé aux salariés qui seront en activité partielle, vous aurez un problème de prise en charge, c'est-à-dire que vous devrez payer à 100% les salariés, quoi. Mais moi, j'annoncerai tout de suite aux salariés qui sont en activité partielle, très honnêtement, il n'y a aucune raison que la directe vous refuse la prise en charge, je vous le dis. C'est comme pour le mois de mars. Au mois de mars, il y a des sociétés à qui on a refusé la prise en charge au titre de l'activité partielle. C'était parce qu'ils avaient mal rempli le dossier ou parce que vraiment, il y a eu beaucoup de fraudes, beaucoup d'escroqueries, de sociétés qui ont été montées, qui n'existaient pas, etc. Donc, c'est dans ce cas-là que ça a été refusé. Vous n'aurez pas de refus de prise en charge au titre de l'activité partielle. Je vous assure que vous n'en aurez pas. Et si vous en avez, il faudra faire un recours parce que c'est anormal. Ce n'est pas ce qu'a dit le gouvernement. Le gouvernement a dit que personne ne restera sur le chemin. Alors évidemment, là, on pourra en parler tout à l'heure. Pas de fraude parce qu'il y a beaucoup de contrôles en ce moment. On peut penser qu'il n'y en a pas, mais il y a beaucoup de contrôles sur les fausses activités partielles. C'est-à-dire des gens qui sont en activité partielle déclarée, et qui envoient des mails et qui travaillent. Donc ça, je vous dirai comment faire tout à l'heure. Il y a une tolérance entre le 15 mars et le 15 avril sur des mails qui ont pu se promener un peu à droite à gauche parce que les employeurs ne savaient pas ce que c'était que l'activité partielle et tout. Il n'y a plus de tolérance aujourd'hui parce que
Les gens sont censés savoir ce que c'est que l'activité partielle et ne pas faire travailler leurs salariés lorsque ces salariés sont en activité partielle. Donc, pour répondre à la question, moi, je vous dis, si vous devez mettre en activité partielle, mettez tout de suite annoncez que vous serez en activité partielle, vous faites les demandes derrière, je pense qu'il n'y aura aucun refus. Si le dossier est bien monté, il n'y aura pas de refus. Donc, pas de risque. Ok, merci beaucoup. Voilà. On pourra reparler tout à l'heure des contrôles. Hein, si certains d'entre vous sont contrôlés, je vous expliquerai un peu comment ça se passe. Mais il y a des contrôles, donc faites quand même attention. Et sur les contrôles, moi j'ai des clients à qui on a demandé, ou à qui on a notamment une société qui a à peu près 80 personnes, c'est pas une très grosse entreprise, où on a 2 inspecteurs du travail qui ont débarqué dans l'entreprise et qui ont demandé à avoir tout un tas de documents, des emails, etc., mais surtout les relevés des boîtes mail d'un très gros paquet de salariés sur un certain nombre de périodes. Donc évidemment, on n'a pas tout produit, parce qu'il y a des données personnelles, etc., donc on est en train de se battre avec l'inspection du travail, mais faites attention, parce que voilà, même des petites entreprises qui sont souvent dénoncées, et en l'espèce, là, le cas dont je vous parle, pardon, c'est une entreprise qui a respecté les règles, donc, mais bon, qui a dû être dénoncée, et voilà, faites attention. Et il y a des sanctions pénales en plus à la clé, hein, donc outre les remboursements, il peut y avoir des sanctions pénales pour les dirigeants. Alors, ensuite, la rupture conventionnelle collective. Alors là, on arrive dans un secteur qui est le secteur de la réorganisation de l'entreprise. J'imagine que vous vous posez tous la question de ça ne va pas bien, il va falloir peut-être licencier des gens, supprimer des postes et réduire la voilure financière. Alors, on a cette rupture conventionnelle collective qui est intéressante parce qu'elle permet de prévoir des départs volontaires. Hein, c'est comme la rupture conventionnelle individuelle, sauf que ça permet, en un trait de temps, plusieurs semaines ou plusieurs mois, de faire partir les gens qui sont volontaires, les salariés qui sont volontaires. En gros, vous dites aux salariés, écoutez, on a un accord de rupture conventionnelle collective. Ceux qui sont volontaires, vous levez la main, vous nous envoyez un mail, vous vous portez candidat et on fait une rupture conventionnelle un peu classique, comme celle que vous connaissez tous. Et vous partez, dans 15 jours, 3 semaines, un mois, vous partez, vous quittez l'entreprise et on vous donne une indemnisation que vous allez définir, vous, employeur, avec vos élus ou la personne qui va signer l'accord avec vous. Et vous partez. Et l'intérêt de la rupture conventionnelle collective, c'est que vous n'avez pas de risque prud'homal sur la rupture. C'est intéressant quand même. Hein. Sachant qu'aujourd'hui, je vous le dis, il n'y a quasiment plus de PSE, c'est-à-dire de plan social. Pourquoi il n'y a plus de plans sociaux dans les entreprises? Il n'y en a que dans les grandes entreprises, ou dans les entreprises qui ferment des sites de 300, 400 personnes, 200 personnes. Mais même dans les grandes entreprises, dans les grandes banques, etc., on évite de faire un PSE parce que le PSE coûte très cher. Généralement, il faut avoir des motifs économiques en béton, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir des très grosses pertes pour valider le motif économique. Et si vous n'avez pas de motif économique valable, si vous faites une petite faute dans la procédure, type vous oubliez de proposer un reclassement à un salarié dans le cadre du plan social, non seulement ça vous a coûté beaucoup d'argent dans le cadre du plan pour mettre en place ce plan, en plus, derrière, vous prenez des prud'hommes et vous êtes condamné par le conseil de prud'hommes. Donc, vous avez tout perdu. Ça vous a coûté une fortune en frais d'avocat, une fortune pour monter le plan social, une fortune en cabinet de reclassement pour aider les salariés, et en plus, vous êtes condamné au prud'homme. Donc, on évite maintenant de faire des plans sociaux et on essaye de passer par ces mesures de rupture conventionnelle, etc., de restructuration un peu déguisée pour éviter que ça coûte cher. Alors, la rupture conventionnelle collective, première étape, vous devez conclure un accord dans votre entreprise, un accord d'entreprise. Alors, vous allez me dire tous, conclure un accord, c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. Soit vous avez un délégué syndical, vous le concluez avec le délégué syndical, d'accord ? Soit vous avez des élus, un CSE, vous pouvez le conclure avec des élus. Soit vous avez des salariés, vous avez tous des salariés, et vous pouvez conclure cet accord avec des salariés. Ça dépend de l'effectif de votre entreprise, mais donc c'est très simple à conclure en fait. Et même dans une entreprise qui compte moins de 20 salariés, vous avez la possibilité de présenter un accord sans conclure, sans même signer un accord, de présenter un accord et de le faire valider par référendum. Donc là, il n'y a même pas besoin de conclure un accord, il faut juste le faire valider par les salariés. Voilà. Donc, vous présentez cet accord, vous signez avec un syndicat ou avec un élu, et puis, donc vous avez un accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'accord? Écoutez, voilà, ça c'est le slide suivant. Dans l'accord, en fait, vous mettez ce que vous voulez, c'est-à-dire en fait pas grand-chose. Vous dites voilà, rupture conventionnelle, vous dites voilà, il y a un certain nombre de départements qui sont concernés.
on doit supprimer 40 postes, donc il nous faut 40 volontaires dans tel ou tel département. Voilà. Et ceux qui seront volontaires au départ, on va leur verser, au minimum, vous devez vous engager à verser une indemnité de licenciement ou de rupture conventionnelle qui est fixée par la convention collective. D'accord ? Par exemple, dans le Syntec, c'est 1/3 de mois par année d'ancienneté. Et vous n'êtes même pas obligé d'aller au-delà de ça. Évidemment, il faut quand même aller au-delà parce qu'il faut que ça soit attractif pour les salariés. Et l'intérêt de ces indemnités, c'est qu'elles bénéficient d'un régime fiscal et social favorable. Je prends un exemple. Vous licenciez un salarié pour motif économique. Vous devez lui payer l'indemnité de licenciement et 3 mois de préavis, voire peut-être même plus. Dans la métallurgie, par exemple, ça peut être 6 mois. Vous faites une rupture conventionnelle. Et puis le préavis, évidemment, c'est soumis à charge. Vous faites une rupture conventionnelle collective. Vous avez à payer aux salariés l'indemnité de rupture conventionnelle, c'est-à-dire l'indemnité de licenciement, d'accord, et rien d'autre, à part les congés payés, bien sûr. Donc, ce que vous auriez payé en licenciement, les 3 mois de préavis, vous pouvez les mettre en indemnité de rupture conventionnelle complémentaire et vous n'avez pas de charge. Jusqu'à 82 000 euros, vous n'avez pas de charge. C'est quand même intéressant et il n'y a pas d'impôt non plus pour le salarié. Vous, ça vous coûte moins cher qu'un licenciement économique et en plus, vous n'avez pas de prud'homme derrière. Donc, ça permet, vous voyez, cette marge-là vous permet d'être un peu généreux sur ce que vous avez donné en plus aux salariés, en plus de l'indemnité de rupture conventionnelle légale. Voilà. Donc, c'est l'intérêt. Le seul problème de la rupture conventionnelle collective, c'est le seul petit bémol que je mettrais, c'est que vous devez prendre un engagement de maintenir l'emploi de ceux des départements qui seront concernés. Alors ça, c'est le dernier tiret du slide, là, de point 3. Il doit mentionner explicitement l'engagement par l'employeur de maintien d'emploi des salariés qui choisissent de ne pas quitter l'entreprise. Donc là, vous devez vous engager à ne pas licencier pendant un certain temps. Le certain temps n'a pas été fixé par la loi. C'est en gros ce qui a été validé par la jurisprudence, c'est 8 mois. Voilà. Donc pendant 8 mois, vous n'avez pas le droit de licencier dans les départements dans lesquels le volontariat a été appliqué. Alors, c'est quand même impactant parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas faire de licenciement économique derrière. Vous pouvez faire des licenciements personnels, vous pouvez faire un autre plan de départ volontaire, mais vous ne pouvez pas faire de licenciement économique. Donc ça, attention, parce que c'est un engagement qu'il faut prendre et c'est quasiment la seule chose que va regarder la directe dans l'accord, puisque l'accord doit être validé par la directe, c'est cet engagement de maintien d'emploi. Donc attention sur ce point. Alors le slide suivant, alors j'ai un peu anticipé ce que je vous disais, je vous explique dans le slide suivant l'ouverture de la négociation et le fait que le CSE doit être informé, que l'accord, une fois qu'il est signé, doit être envoyé à la directe qui va le valider dans les 15 jours. C'est là où je vous disais que la directe va analyser votre accord juste sur notamment l'engagement de maintien d'emploi. Moi, j'ai jamais eu encore, à ce jour, j'ai jamais eu de refus de validation de la directe. Mais attention sur ce point. Alors, ensuite, le slide suivant, procédure pour les salariés. Bon, voilà, c'est un peu ce que j'expliquais là en introduction, mais c'est un dispositif de départ volontaire. Donc, évidemment, dans l'accord, ce qu'il faut mettre, c'est que vous réservez le droit de refuser le départ du salarié, parce qu'évidemment, tout le problème de cette rupture conventionnelle, et la question que vous allez me poser, c'est de dire, oui, mais attendez, moi, je n'ai pas forcément envie que les gens bien de l'entreprise partent. C'est sûr, ça, on a toujours envie que certains partent et pas d'autres. Donc, il faut se donner la possibilité de refuser le départ pour des raisons objectives. Par exemple, que le candidat au départ ne peut pas accepter son départ parce que son poste est essentiel, etc. Dans l'accord, il faut juste mettre une possibilité de refuser le départ du salarié. Voilà. Et je dirais que dans cette rupture conventionnelle collective, tout l'intérêt, l'objectif, c'est d'avoir un maximum de gens qui vont se porter volontaires. Donc, c'est à vous, après, une fois que vous avez cet accord, d'aller travailler en termes RH, j'allais dire, auprès de ceux que vous voulez voir partir pour qu'ils se portent candidats. Et ça, c'est un travail de RH, ce n'est pas un travail d'avocat ou de juriste. Une fois que vous avez l'outil, d'accord, il faut aller voir les gens pour leur dire, bon, voilà, ça serait bien que tu te portes volontaire, quitte même peut-être à envisager une surprime ensuite, après, dans le cadre d'une transaction en plus de la rupture conventionnelle, pour vraiment que les gens soient incités à partir. Voilà. C'est important, après, de faire ce travail pour que les gens, de bien communiquer sur la rupture conventionnelle collective, pour montrer que c'est un intérêt pour eux et les inciter à être volontaires.
Alors, évidemment, tous ces salariés bénéficient des allocations chômage. Alors, le petit bémol avec le motif économique, c'est que, évidemment, en cas de rupture conventionnelle collective, c'est le régime normal du chômage qui s'applique, hein, et pas le régime motif économique, où il n'y a pas de délai de carence. Ça, c'est un peu le problème de la rupture conventionnelle collective, c'est que c'est le même régime que le licenciement pour motif personnel, c'est-à-dire qu'il y a un délai de carence. Il y a 7 jours de carence, plus la carence congé payé. Et donc, c'est vrai que ça peut poser une petite difficulté dans le cadre du Pôle emploi parce qu'il y a une carence qui n'existe pas en cas de licenciement pour motif économique. Voilà sur la rupture conventionnelle collective. Je répondrai bien sûr à vos questions tout à l'heure. Alors, l'accord de performance collective. Alors ça, l'accord de performance collective, c'est très intéressant. C'est une innovation, enfin, disons c'est un toilettage qui a été créé par les ordonnances Macron. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un accord collectif, toujours pareil, hein, donc, qui se conclut de la même manière que la rupture conventionnelle collective, donc avec un délégué syndical, un élu, un salarié mandaté, on peut le faire approuver par un référendum d'entreprise. N'importe quelle entreprise peut conclure cet APC, une petite entreprise de 2 personnes peut le faire. Et l'intérêt de cet accord, il est juste derrière. Vous allez voir tout de suite l'intérêt. D'abord, il doit porter sur un certain nombre de thèmes. Alors, les thèmes sont très généraux. Hein. Ça peut être la durée du travail, ça peut être la rémunération des salariés, et ça peut être aussi la mobilité professionnelle. Bon, ça, c'est la théorie. Mais regardez le slide d'après, ce qui est très intéressant. Et c'est ça qui est essentiel dans cet accord, qui va peut-être en choquer certains. Parce que moi, à chaque fois que j'expose cet accord de performance collective, tout le monde se dit, mais comment on peut faire un truc pareil? En fait, avec cet accord, vous pouvez modifier tous les contrats de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez imposer à un salarié une suppression de son variable. Vous pouvez imposer à un salarié une suppression du 13e mois qui est prévu par la convention collective. Vous pouvez réduire les pauses de 50%, voire les supprimer. Vous pouvez modifier les horaires de travail. Vous pouvez supprimer les tickets restaurants. Voilà. Vous pouvez modifier toute la rémunération des salariés sous réserve de respecter bien sûr le minima conventionnel de la convention collective. Par exemple, un salarié qui gagne 3 000 € par mois, le minimum de la convention collective pour sa catégorie, c'est 2 000. Vous pouvez lui supprimer 1 000 € par mois avec cet accord. Un salarié a un variable de 20%, tous les mois, il a une prime variable de 1 000 €. Vous pouvez lui supprimer cette prime variable de 1 000 €. Voilà. Il y a un 13e mois d'entreprise, vous pouvez le supprimer. Évidemment, c'est un accord collectif, donc il va falloir faire passer, je dirais, la pilule aux élus qui vont signer avec vous, parce qu'il faut qu'ils signent. Et si vous présentez bien les choses, alors ils ne vont certainement pas vous signer la réduction de tous les salaires de tout le monde à hauteur de 80%, mais bon, il y en a beaucoup qui sont signés en ce moment des accords de performance collective. Et donc, la suppression, par exemple, qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est la suppression des parties des variables, la suppression du 13e mois, on le voit beaucoup. Mais on voit aussi, évidemment, des salariés qui demandent une contrepartie, et souvent les dirigeants, le CODIR, sans même cet accord, acceptent de supprimer ou de réduire une partie de sa rémunération. C'est normal hein, que les dirigeants prennent cet engagement-là aussi, pour montrer qu'ils montrent l'exemple, qui font exemple en fait. Mais c'est possible de le faire, en tout cas de modifier la rémunération des salariés. C'est aussi possible de modifier la durée du travail, par exemple, de supprimer la majoration de 25% pour les heures supplémentaires, vous pouvez la réduire jusqu'à 10%. Vous pouvez la passer de 25 à 10% dans cet accord. Voilà pour la rémunération, pour la durée du travail. Vous pouvez aussi imposer une mobilité aux salariés. Alors, je ne l'ai pas mis là-dedans, mais je vous le dis. Vous pouvez aussi imposer dans cet accord des mobilités aux salariés. Par exemple, vous n'avez pas de clause de mobilité dans vos contrats de travail. Vous pouvez imposer que vous pouvez d'autorité demander à un salarié avec un mois de préavis, par exemple, de ne plus travailler à Paris, mais d'aller travailler à Marseille. Voilà. C'est dans l'accord. Alors, une fois que vous avez cet accord, que vous l'avez signé, il va falloir donc dire aux salariés, écoutez, voilà, on a un accord, je vais vous supprimer 20% de votre rémunération. Le salarié peut dire, moi je ne suis pas d'accord. Et s'il n'est pas d'accord, vous pouvez licencier le salarié. Il a un mois le salarié, donc ça c'est juste le slide d'après, sur la procédure. Le slide, c'est pas le slide d'après, c'est celui encore d'après, mais peu importe, je vous l'explique le principe. Le salarié peut refuser, dire moi je ne suis pas d'accord pour qu'on me supprime 20% de ma rémunération. Et dans ce cas-là, vous pouvez licencier le salarié
c'est un licenciement qu'on appelle licenciement sui generis, c'est-à-dire que ce n'est pas un licenciement économique, ce n'est pas un licenciement personnel, c'est un licenciement dit sui generis, un peu hybride, et vous ne pourrez pas, le salarié ne pourra pas attaquer son licenciement au prud'homme. Il pourra le faire, mais il perdra, puisque c'est un motif qui est validé par la loi. Donc, l'intérêt de tout ça, c'est que non seulement vous supprimez de la rémunération, et ça peut être fait très vite. Hein. Si par exemple, je prends un exemple, vous concluez un accord collectif, un accord de performance collectif le 10 novembre, sur la paye de novembre, ou plutôt sur la paye de décembre, vous avez supprimé tous les variables de l'entreprise. Voilà. Et si les gens ne veulent pas, vous les licenciez et ils ne peuvent pas aller au prud'homme. Alors, la question que vous allez me poser, c'est est-ce qu'il y a une contrepartie pour l'employeur? Non, il n'y a pas de contrepartie. La loi dit qu'il n'y a pas de contrepartie. C'est-à-dire que vous n'avez pas à donner une contrepartie de maintien d'emploi, etc., dans l'accord. Alors, vous imaginez bien que, évidemment, les élus demandent très souvent une contrepartie. Alors, quelle est-elle, cette contrepartie qui est souvent demandée? C'est évidemment les salariés qui vont accepter de réduire leur rémunération, c'est de les maintenir dans l'entreprise. Les clauses qu'on voit aussi, c'est les clauses de revoyure, c'est-à-dire que les élus disent « Ok, bon, on supprime le variable, mais que pour un an, et dans un an, on remet les variables. » Ça peut être tout un tas de contreparties comme ça, mais généralement, c'est celle-là, les contreparties. Mais la loi ne prévoit pas de contrepartie. Ce qui est un peu étonnant, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on peut un peu s'étonner de tout ça, d'avoir autant de liberté pour l'employeur et finalement de ne pas avoir de contrepartie, mais enfin, en tout cas, c'est comme ça que la loi a été rédigée. Alors, attention quand même, parce qu'on commence à avoir un certain nombre de contentieux là, qui naissent, parce que vous avez bien compris que tout ça, cet accord de performance collective peut permettre de restructurer l'entreprise à moindre coût, en fait. Parce que si vous arrivez à signer un accord disant je réduis de 30% tous les salaires, évidemment, vous allez avoir peut-être 50 salariés qui vont refuser, et donc vous allez pouvoir licencier 50 personnes sans risque prud'homal et sans coût pour l'employeur en dehors d'un licenciement et du préavis. Vous avez vu que c'est un plan social déguisé. Voilà. Parce que si vous faites un plan social pour 50 personnes, ça vous coûte 1 ou 2 millions d'euros. Là, ça vous a coûté zéro et en plus, vous n'avez pas de prud'homme. Voilà. Donc, je vois qu'il y a une question. Je répondrai peut-être après aux questions. Je ne sais pas s'il y a une question. Oui, il y a une question. Je ne sais pas si vous voulez que je vous la pose. Oui, allez-y. Y a-t-il une règle pour l'application de l'accord de performance dans la durée, hormis le cas de la contrepartie négociée? Alors, je ne sais pas si on peut activer éventuellement le micro. Je dis ça à Boris de Alga. Alors, sur la durée, non, la durée, elle est fixée dans l'accord. Alors, je vais essayer d'activer le micro d'Olga. Normalement, Olga, tu peux t'exprimer si tu allumes ton micro. Tout à fait, mais il a très bonjour tout d'abord, merci. Bonjour. C'est intéressant. Je bois vos paroles. Je suis expert comptable, donc du coup, je suis aussi dans le conseil et c'est intéressant, voilà, parce que j'entends des choses de la part de mes clients. Donc, cet accord de performance collective, mais vous y avez très bien répondu. Il n'y a pas, quelque chose où on dit, on met cet accord, il sera valable légalement que 2 ans ou que 3 ans. Il n'y a pas légal en fait. On met ce qu'on veut dans l'accord en termes de durée. Maintenant, évidemment, ce n'est pas un blanc-seing qui est signé par les… Il y a quand même des contreparties à donner. Très souvent, les accords sont limités dans le temps. Les modifications de contrat sont limitées dans le temps et dans leur montant aussi. Donc, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, donc accord de performance collective, très intéressant. De plus en plus mis en place dans les entreprises. Voilà, parce que ça peut, mais il n'y a pas de jurisprudence encore, il n'y en a pas beaucoup, mais le problème, c'est qu'on est des fois dans certaines entreprises face à de la restructuration déguisée, soyons clairs. Et donc, il pourrait peut-être y avoir un jour un juge qui dise l'accord de performance collective est nul. L'accord étant nul, tous les licenciements qui ont été faits en application de cet accord sont également nuls. Et donc, réintégration des salariés dans l'entreprise, rappel de salaire sur plusieurs années, etc. Alors, je vous rassure, moi, si vous venez me voir en me disant je veux faire un accord de performance collective, je vous inciterai à le faire. Si vous me dites par contre, j'ai 500 salariés dans l'entreprise et 500 salariés, je vais leur demander de réduire de 30% leur rémunération, je dirais attention. Mais bon, voilà, le risque judiciaire, il existe partout, tout le temps, toujours. Si on ne raisonne pas en termes de… Enfin, on ne pilote pas une société en se disant je vais avoir un prud'homme. On pilote dans l'intérêt de l'entreprise d'abord. Voilà. Alors, accord de performance collective. Alors ensuite, je vais une petite partie réorganisation déguisée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous faites tous ça en ce moment, je pense, parce que c'est un peu le sport national en ce moment, c'est d'éviter d'avoir trop de contraintes pour réduire
pas dire la voilure financière. Et donc, ce que font les entreprises, c'est en gros de faire des départs individuels négociés avec donc, soit des licenciements personnels, soit des ruptures conventionnelles avec transaction derrière. Donc, c'est vrai que c'est ce qui se fait le plus, c'est ce qui est le plus pratique, parce que ça ne vous coûte pas grand-chose en organisation d'accords, etc. C'est un peu du one-to-one. Ça permet de négocier avec le salarié, faire une transaction derrière, on se couvre sur le prud'homme parce qu'on sait qu'on n'a pas vraiment de motif économique valable, etc. Et finalement, ça vous coûte beaucoup moins cher en définitive parce que ça vous évite beaucoup de mal, ça vous évite le PSE, ça vous évite la rupture conventionnelle, ça vous évite la négociation avec votre CSE qui peut durer des semaines, voire des mois, ça vous évite le conflit social, etc. Après, attention quand même au nombre de ruptures conventionnelles que vous faites. J'ai mis un peu dans le slide le fait qu'il ne fallait pas dépasser 10 ruptures conventionnelles sur une même période de 30 jours. Voilà, moi j'ai des clients qui en ont fait 7 ou 8 par mois, qui n'ont pas eu de difficulté. Ça passe généralement auprès des directs, pardon. Surtout si vous relevez de directs différentes. Il n'y a pas forcément de corrélation entre les. Par exemple, si vous avez une directe à Marseille, une directe à Paris, ça sera plus simple de faire 7 ou 8 ruptures conventionnelles sur un mois à Marseille et 7 ou 8 à Paris. Moi, j'ai un client, évidemment, je ne vous donnerai pas le nom, mais qui a réussi à faire 40 départs en 2 mois, à peu près. Bon, avec ce type de rupture conventionnelle, licenciement plus transaction, etc. Alors, évidemment, attention quand même, parce que moi, si j'étais l'avocat des salariés, d'un ou plusieurs salariés qui seraient concernés par ce type de réorganisation déguisée, écoutez, je demanderais évidemment la communication des registres d'entrée et sortie du personnel. On verrait que sur 2 mois, il y a eu 40 ruptures de contrat, licenciement plus transaction, beaucoup de fautes graves, évidemment, plus transactions, beaucoup de ruptures conventionnelles. Et là, j'aurais un moyen très simple de faire annuler le licenciement pour fraude au droit du licenciement économique. Il y a notamment SFR en ce moment qui a une procédure pénale parce que justement, elle a fait ce type de départ, où elle a fait partir plusieurs centaines de personnes en 6 mois avec des licenciements plus transactions. Et les dirigeants ont été condamnés lourdement au pénal en première instance. L'appel est en cours. J'en parle parce que c'est public. Et donc, les dirigeants ont été condamnés pour fraude au plan social, aux informations et consultations des institutions par du personnel, etc. Donc, attention, alors c'est dans une importante entreprise, mais on pourrait très bien le voir dans une petite entreprise de 70 personnes, puisque quand vous avez un CSE, si vous faites partir plus de 10 personnes sur 30 jours, c'est un PSE qu'il faut mettre en place. Donc, attention à ça. Donc, réorganisation déguisée, moi, je vous invite à le faire. Évidemment, il ne faut pas dire ce que je viens de vous dire là, il faut garder pour vous. Je vous invite à le faire, parce que c'est quelque chose de malin, mais il faut le faire intelligemment. Voilà. Et très souvent, moi, ce que je vous dis, et ce n'est pas pour faire de la publicité pour les avocats, mais si vous faites ça, montez un plan avec un avocat en droit social, parce que vous ne pouvez pas vous improviser avocat en droit social. C'est une matière qui est très technique. Par exemple, moi, ce que je dis souvent à mes clients, quand vous avez un cadre dirigeant à sortir, il vaut mieux, et même si c'est violent, le convoquer à un entretien préalable. Laisser 15 jours de négociation entre la convocation et l'entretien pour négocier avec lui, quitte à lui dire, si tu es un avocat, donne-nous le corps de ton avocat, négocie entre avocats, parce que comme ça, vous avez lancé la procédure, le compte à rebours est lancé. Si vous allez voir votre dirigeant en lui disant, écoute, voilà, on va se séparer, combien tu veux, on va discuter, etc. Le lendemain, vous avez une lettre de la personne, un arrêt maladie, et qui vous dit, vous avez cherché à négocier mon départ, c'est du harcèlement moral, etc. Et ensuite, vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus licencier la personne. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des techniques, quand vous faites des réorganisations déguisées, il y a des techniques importantes qui consistent à tirer les premiers. Ça peut être violent pour le dirigeant, je sais que ce n'est pas très humain, mais ça vous permet d'éviter d'être bloqué sur une procédure. Parce que vous savez aujourd'hui qu'avec la jurisprudence, si un salarié vous envoie une lettre en disant « je suis harcelé moralement par la société ou par vous », même s'il raconte n'importe quoi, même si ce n'est pas vrai, et que vous répondez à cette lettre dans les jours ou les semaines qui suivent par une lettre de convocation d'entretien préalable, le licenciement, il est nul. Et donc, c'est réintégration 2 ans après, rappel de salaire, etc. Donc, encore une fois, réorganisation déguisée,
prenez un conseil parce que vraiment, on ne peut pas s'improviser. Voilà. C'est comme un plan social. Il faut avoir une stratégie du nombre de ruptures, de la négociation, de ce qu'on peut négocier. Ce que vous pouvez négocier aujourd'hui, en gros, c'est le barème Macron. En gros, c'est ça le barème. Donc, quand vous faites des départs négociés, le maximum de ce que vous pouvez offrir, c'est le barème Macron plus les indemnités légales. Mais encore une fois, ne vous improvisez pas parce que nous, quand on récupère des dossiers qui sont déjà lancés, malheureusement, on n'est pas magicien. On ne peut pas remonter le fil de l'eau si l'eau n'a pas coulé dans le bon sens, si j'ose dire. Voilà. Donc, attention. Voilà. Quelle heure il est là? Ouais, donc je vais accélérer un peu. Donc, le dernier point, le télétravail. Ah oui, alors comment sécuriser la RC, pardon, excusez-moi. Voilà, voilà. Comment sécuriser la rupture conventionnelle? Important aussi ça, parce que souvent, je vois des employeurs qui font des ruptures conventionnelles. Le salarié a droit légalement à, je sais pas moi, 10 000 euros et ils ajoutent 50 ou 60 000 euros d'indemnité de rupture conventionnelle dans la rupture conventionnelle en se disant, bon, bah, je vais payer 50 000 euros de plus, je suis tranquille, il n'y aura pas de prud'homme. Et puis, un mois après, ils prennent une lettre en disant, ah, mais vous avez oublié de me payer mes heures supplémentaires. Ah, mais vous ne m'avez pas payé mon bonus. Ah, mais vous me devez des frais, etc. Évidemment, vous savez que la rupture conventionnelle ne vous protège que sur le motif de la rupture. Donc, le motif ne peut pas être attaqué. Donc, la rupture ne peut pas être attaquée. Par contre, tout ce qui est périphérique, heures supplémentaires, commissions, etc., le salarié peut aller au prud'homme pour vous les demander. Donc, si vous donnez plus à un salarié que l'indemnité de rupture conventionnelle, faites une transaction derrière. Et là encore, la transaction doit avoir un certain nombre de mentions obligatoires. Vous ne pouvez transiger que sur l'exécution du contrat et pas sur la rupture. Donc, attention à ce que vous allez mentionner dans la transaction. Et ça, vous verrez avec vos avocats. Vous faites ça. Mais surtout, quand vous donnez plus que l'indemnité de rupture conventionnelle, signez une transaction. Parce que sinon, vous allez payer pour rien. Et vous pourrez ajouter 1 million d'euros à la rupture conventionnelle. Si ce n'est pas signé dans le cadre d'une transaction, vous prendrez un prud'homme derrière et vous serez condamné sur les heures supplémentaires, etc. Aujourd'hui, il y a 2 demandes prud'homales qui sont systématiques. C'est harcèlement moral, et ça peut coûter cher, et c'est les heures supplémentaires, avec les nuitées des forfaits jours, etc. Et on voit maintenant de plus en plus des problèmes de harcèlement sexuel, de propos sexistes, etc. Pas harcèlement sexuel, mais surtout propos sexistes. Parce que vous savez qu'avec la nouvelle loi, le simple fait de dire ah, bah, tu as une jolie jupe aujourd'hui, ou à un homme, ah, bah, même parce que ça peut être aussi dirigé sur un homme, hein, ça, c'est un propos sexiste. Et c'est pénalement répréhensible, ne serait-ce que le fait de le dire une seule fois. Ou si vous sifflez quelqu'un, voilà, c'est un propos sexiste, et ça peut coûter cher. Hein. Attention, parce que les juges sont pas du tout, rigolent pas du tout avec ce genre de choses en ce moment. Donc, attention à ça, rupture conventionnelle, si vous donnez plus, c'est transaction derrière obligatoire. Voilà. Alors, dernier point que j'ai mis, alors, le télétravail. Parce que alors là, le télétravail, aujourd'hui, c'est... je dirais que c'est la question qui est posée 10 fois par jour, le télétravail, est-ce que c'est obligatoire, est-ce que c'est pas obligatoire, etc. Alors, moi, je vais vous répondre clairement sur ce point, malgré ce que peut dire la ministre du Travail. Le télétravail, aujourd'hui, il n'est pas obligatoire. Le gouvernement ne peut pas imposer du télétravail à toutes les entreprises. C'est illégal et ça n'est pas la loi. Le protocole sanitaire, vous l'avez peut-être lu, dit effectivement que le télétravail est la règle. Elisabeth Borne a dit le télétravail, c'est le principe. Vous n'avez pas le droit de demander aux salariés de venir travailler dans l'entreprise. Ça n'est pas vrai d'un point de vue juridique. Vous avez un arrêt du Conseil d'État du 16 octobre, du 15 octobre, je ne sais plus, 15 ou 16 octobre, qui vient dire que le protocole sanitaire, ce ne sont que des recommandations. Bien évidemment, si vous avez un problème en justice sur la sécurité des salariés, évidemment, les juges vont tenir compte du protocole sanitaire pour voir un petit peu si vous avez respecté les règles de distanciation, etc. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, il y a beaucoup de salariés aujourd'hui qui veulent venir au bureau et qui disent « mais je ne peux pas venir au bureau, c'est interdit ». Non, ce n'est pas interdit. Simplement, moi, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez faire venir vos salariés au bureau, c'est de faire écrire un mail, que vos salariés écrivent un mail en disant « je souhaite venir travailler parce que mon travail, ma fonction nécessite que je sois sur place ». Donc, 1, je suis volontaire pour venir, et 2, ma fonction nécessite que je sois sur place. Et vous pourrez toujours trouver des critères professionnels qui nécessitent la présence sur place du salarié. Par exemple, une standardiste, un exemple tout bête, c'est très compliqué d'aller renvoyer le standard sur un portable ou renvoyer le standard à distance. Aux standardistes, voilà, vous pouvez payer une société qui va vous faire le standard, mais ça va vous coûter de l'argent. Dans cette période,
On ne va pas non plus alourdir les frais financiers. Donc, vous pouvez faire venir vos salariés. Simplement, le mieux, c'est de leur demander d'être volontaires et de vous faire un mail pour ça. Et si vous avez un contrôle, de pouvoir expliquer par des raisons objectives que le poste nécessite quand même une présence sur place. Voilà. Question que vous allez me poser aussi, c'est j'étais en télétravail au mois de mars et aujourd'hui, mon employeur me force à revenir au bureau. Ah oui, je le force à revenir au bureau parce que aujourd'hui, j'ai besoin de sa présence au bureau pour telle et telle raison, mais je respecte, moi, employeur, toutes les règles de distanciation au bureau. Évidemment, si vous faites venir vos salariés au bureau, il faut respecter les règles. C'est-à-dire qu'il faut le masque, les distanciations d'1 mètre, etc. Il faut éventuellement prévoir des allées et venues différenciées pour éviter que les gens se croisent le matin et le soir, et aménager un peu les horaires. Et il faut, ça c'est le slide d'après, je vous ai mis ça parce que ça c'est encore, ça nous a été sorti par le ministère du Travail, c'est très très important, c'est le dernier tiret. Il faut informer de l'existence de l'application Tous Anti-Covid. Donc, il faut envoyer un mail à vos salariés en disant bon, ben voilà, vous venez travailler, mais n'oubliez pas qu'il existe cette application Tous Anti-Covid. Parce que si vous avez un contrôle d'inspection du travail, vous pourrez dire mais regardez, j'ai fait le mail en informant les salariés que Tous Anti-Covid existait. Bon. Je dis ça un peu sous forme de plaisanterie parce que franchement, je trouve que ce n'est pas ça qui va garantir la sécurité des salariés. Donc, en résumé, vous pouvez faire venir vos salariés au bureau. Il faut juste prévoir des arguments pour dire si vous avez un contrôle, leur présence est indispensable parce que l'entreprise doit tourner et qu'on ne peut pas faire tout à distance. Le logiciel, la confidentialité fait qu'on ne peut pas tout transmettre à distance. Et vous assurez d'avoir envoyé un mail qui rappelle aussi aux gens qui vont venir travailler au bureau les règles de distanciation, de sécurité, l'application Tous Anti-Covid, etc. Je termine sur un point, peut-être vous aurez peut-être le cas. J'ai un client qui m'a appelé hier en me disant j'ai un salarié qui est parti, qui travaille à domicile, mais qui est parti en Suède. Donc, il a pris un avion, il a de la famille en Suède, il travaille de Suède. Il fait son travail, pas de problème, sauf qu'il est parti le faire en Suède. Donc, c'est interdit, puisqu'on ne peut pas travailler à distance d'un pays étranger en travail à domicile, en principe, sauf autorisation de l'employeur. Et il n'y a pas que l'autorisation de l'employeur, c'est que ça pose des problèmes de sécurité sociale. Ça pose des problèmes de transfert de données. Si vous avez aujourd'hui un salarié qui est parti travailler aux États-Unis, eh bien, il ne peut plus, en principe, vous envoyer de mail des États-Unis, puisque vous avez un règlement qui a été annulé aux États-Unis qui fait que le transfert de données informatiques est illégal entre les États-Unis et la France. Non, je ne peux pas vous expliquer pourquoi aujourd'hui, c'est très technique, mais là, c'est par exemple le cas, un salarié à domicile qui va à l'étranger pour travailler, c'est interdit. Voilà. Il n'a pas le droit de le faire, il peut être sanctionné. Sur les sanctions, alors on a aussi beaucoup parlé, je terminerai par là peut-être, sur les sanctions pénales sur ce travail à domicile, si vous mettez en danger vos salariés, oui, il y a des risques de sanctions pénales, comme dans tout, mise en danger de la vie d'autrui, homicide involontaire, vous avez vu que les ministres avaient été perquisitionnés pour homicide involontaire parce qu'ils n'avaient pas pris toutes les mesures dans le cadre du Covid, etc., etc. Tout ça est très théorique. Évidemment, vous n'empêcherez jamais un salarié de vous dénoncer en disant j'ai eu le Covid, c'est à cause de mon employeur, sauf qu'il ne pourra jamais démontrer qu'il a eu le Covid à cause de vous et parce que vous lui avez demandé de venir travailler au bureau. Il y a le lien de causalité, il ne pourra jamais le démontrer. Bon, voilà. Mais pour terminer là-dessus, je vous dis quand même, je vous invite quand même vraiment à, si vous avez un CSE et que vous voulez faire venir un maximum de salariés au bureau, à expliquer ça au CSE, expliquer pourquoi au CSE, pour qu'il y ait une certaine concertation. Je ne suis pas en train de faire de l'autocratie, enfin, d'imposer les règles, mais je vous dis, pour que les entreprises tournent, il faut quand même qu'il y ait un minimum de salariés qui soient présents. Voilà. Vous pouvez les faire venir et ne soyez pas effrayés par tout ce qu'on entend sur attention, vous risquez des sanctions pénales, etc. Parce que franchement, ça reste assez théorique. Voilà. Voilà, je pense que j'étais peut-être un peu long. Il est 13 heures. Non, c'est très très clair. C'est très clair. J'ai essayé d'être pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que bon, tout ce que j'ai écrit là, je n'ai pas développé tout ce que j'avais écrit parce que vous aurez le document et puis vous pouvez aussi aller sur Internet, regarder un peu toutes ces règles. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est quand même le côté pratique des choses, je pense. Oui, c'était super pratique. Il y a une question à laquelle on n'a pas répondu. Valérie Prouillet qui nous demande au sujet des accords de performance collective, doivent-ils s'appliquer à tous les salariés de la même manière? Pas forcément.
Pas forcément. Vous pouvez différencier selon des départements, des business units, etc. De la même manière que la rupture conventionnelle collective peut être différenciée selon différents départements. Par contre, évidemment, pas de discrimination. Si vous appliquez un accord de performance collective, que vous avez 300 salariés dans l'entreprise et qu'il ne concerne que 2 salariés, comme par hasard les élus du représentant du personnel, ça va poser un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pas de discrimination. Si vous faites un accord de performance collective qui concerne que, je ne sais pas, moi, je vous dis n'importe quoi, hein, les femmes, les personnes de couleur, évidemment, ça ne passera jamais. Mais vous pouvez différencier de manière objective selon des départements, selon des activités, bien sûr. Ok. Je ne sais pas, Valérie, si vous voulez compléter ou prendre la parole, si c'est clair. Et s'il y a d'autres questions, alors allez-y. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions sur d'autres thèmes, n'hésitez pas. Hein, ouais, allez-y. Hein. Alors, je crois qu'il faut passer par le chat, parce que Maurice me disait que vous ne pouvez pas activer vos micros. Merci, c'est clair pour moi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, effectivement, via le chat, quitte à ce que je les lise. On a encore 2-3 minutes ensemble. On a la possibilité d'activer les micros, mais il faut simplement que les personnes se fassent connaître, on va dire, par le chat pour que je puisse les activer. C'est ça. Exactement. Ou alors c'était hyper clair. C'est quand même des sujets sur lesquels on a oui, la les gens chance sont d'avoir un endormis. expert. Peut-être que les gens sont endormis aussi. Non, hein, non, les gens sont toujours là. Écoutez, Benjamin, c'était très clair. Bon, bah écoutez, je ne vais pas vous retenir tous plus longtemps, mais en tout cas, c'était effectivement très pratique et sur des sujets ciblés sur lesquels on avait vraiment besoin d'avoir vos éclairages. Donc, je vous remercie tous. En tout cas, je vous remercie infiniment, Benjamin, et je vais donc quitter ce webinaire. Merci pour cette intervention. Voilà, vous avez des remerciements sur le chat. Donc, merci beaucoup. Très n'hésitez pas. Ouais, si vous avez des questions qui vous viennent, etc., bah, vous passez par la FFF ou vous m'appelez directement et puis je répondrai à vos questions. Voilà, on a beaucoup de merci, donc c'est plutôt bon signe. Et effectivement, vous aurez le haut support hein, juste après, avec l'email hein, de Benjamin Lousier si vous avez des questions, ou vous passez par la FFF, on saura rerouter. Je vous remercie infiniment à tous et je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous, au revoir.